Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. 1-0, but de Messi en tout début de match et l'OL n'a pas réussi à revenir au score. Il y a eu quelques petites occasions, après pas non plus une tonne d'occasions. Mais quelques petites occasions, notamment sur une tête de Lacazette, qui aurait pu vraiment revenir à égalité sur cette action, sur un bon décalage de Tolisso. Mais on va dire que globalement, la victoire parisienne me semble méritée, notamment parce qu'Anthony Lopez nous a sorti un match absolument exceptionnel. Notamment vraiment cet arrêt sur le coup franc de Messi qui est vraiment incroyable. Je pense que c'est vraiment un des arrêts de la saison. Alors ce match pour moi est vraiment le symbole du déclassement de l'Olympique Lyonnais. Alors déclassement on va dire immédiat au classement général, puisque désormais nous sommes 6e du championnat après 8 matchs. Rendez-vous compte qu'à l'heure actuelle on a 9 points de retard sur le PSG et même 10 si on prend en compte la différence de but, ce qui veut dire que depuis le début de la saison, bien que nous ayons joué beaucoup d'équipes du bas de tableau, on perd 1 point par match sur le PSG. On est à 7 points de Marseille, donc on perd quasiment aussi 1 point par match sur l'Olympique de Marseille, sachant quand même que certes on a joué Monaco et le Paris Saint-Germain, Lorient qui est l'invité surprise de ce haut de tableau, mais on n'a pas joué toutes les équipes qui sont nos concurrents directs. Je pense à Lille, je pense à Lens, je pense à Rennes. Alors Montpellier peut-être pas, mais on voit bien que l'OL malheureusement, la 6e place, c'est peut-être son réel classement après 8 matchs où on a joué donc une partie du haut du tableau et une partie du bas de tableau. Finalement, il va falloir réussir à rester devant Lille-Rennes, ce qui est et Lens, ce qui est loin évidemment d'être une formalité. Déclassement aussi parce qu'on voit que par exemple Jean-Michel Aulas, qui s'était déjà félicité de notre match à Monaco, ce matin, donc il y a quelques minutes, vient de publier ce tweet. La vérité est que notre niveau potentiel d'équipe est très élevé. Attention, rappelez-vous que Jean-Michel Aulas nous avait promis une très belle surprise pour le match du PSG. Personnellement, je n'ai pas compris ce qu'était cette belle surprise. Je l'attends toujours. Donc le niveau potentiel d'équipe est très élevé, l'intensité du match supérieure au PSG. Attention, on a paumé, mais les mecs, on les a tabassés. Alors là, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème visuel de la part de Jean-Michel Aulas. Peter Bosz et son staff font du bon travail. Laissez-nous travailler sereinement. On fera les comptes. Le moment venu, je ne suis pas inquiet. J'assume. Alors j'assume, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire les gens qui disent j'assume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les résultats ne sont pas bons, Jean-Michel Aulas va quitter son poste? Je ne sais pas. En tout cas, bon. Un tweet encore totalement délirant. Qui démontre une nouvelle fois ce déclassement, c'est-à-dire que il fut un temps où on pouvait se féliciter de nos résultats. Maintenant, on se félicite d'une sorte d'impression très subjective. C'est fondé sur rien. D'ailleurs, on va le voir dans les statistiques. C'est fondé sur rien du tout. Mais voilà, on se satisfait de ça. Mais il n'y a pas que Jean-Michel Aulas qui se satisfait de ça. Il y a aussi Peter Bosz. En effet, Peter Bosz nous dit que sur la série de 3 défaites, parce que maintenant on en est à analyser, à trouver des points positifs dans les défaites, on a perdu 3 fois, oui, mais je n'avais rien vu à Lorient, ce qui pour le coup est vrai. C'était mieux contre Monaco, ce qui est aussi vrai, mais ce qui reste quand même une défaite, et Paris. Donc j'ai un sentiment de progression. Alors, au-delà de l'aspect vraiment ridicule de cette analyse, de parler de progression quand vous venez de perdre à 3 reprises, la progression, non, je ne suis pas d'accord. Évidemment, si la référence c'est Lorient, alors oui, les 2 matchs suivants sont moins mauvais. Ça, effectivement, il y a une progression. Mais la progression, c'est depuis l'arrivée de Peter Bosz.
depuis 15 mois. Est-ce que vous estimez qu'il y a une progression de l'équipe depuis l'arrivée de Peter Bosz? On finit 8e la saison dernière, on est 6e actuellement, on a un match extrêmement compliqué qui arrive contre Reims, on va devoir jouer Marseille, Rennes qui nous a tabassé la saison passée, Lille, et Peter Bosz, lui, a un sentiment de progression. Alors oui, sur 3 matchs, il y a une progression, c'est vrai, mais c'est malgré tout 3 défaites. Alors si on a une analyse un peu plus froide et pour le coup très objective avec les chiffres, qu'est-ce qu'on constate sur le fameux attack momentum que l'on trouve sur SofaScore? On se rend compte déjà que l'OL a pris une marée en début de match. Et très sincèrement, après le premier but, on peut penser que si le PSG continue sur ce rythme-là, on va se prendre une dérouillée monumentale. Après, c'est vrai, sur la fin de la première mi-temps, l'OL a un peu rééquilibré les débats. On a l'occasion, évidemment, de la casette. Mais vous allez le voir quand on va plus loin dans les stats, que il n'y a pas de quoi s'enflammer, notamment sur la deuxième mi-temps, où d'une certaine manière, on a eu le sentiment que l'équipe avait davantage de maîtrise, ce qui n'est pas faux. Mais par contre, en termes de dangerosité, vraiment très 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 peu de choses. Oui, il y a eu des offensives, mais alors souvent gâchées, et malheureusement, il faut bien le dire, avec nos deux ailiers, Karl Toko Ekambi et Tété. Alors Toko Ekambi, on est habitué malheureusement, mais Tété, c'est vrai, est passé totalement à côté de ce match. Mais si on va dans les stats, on peut se rendre compte que sur l'ensemble du match, nous n'avons que 3 tirs cadrés et 34% de possession. Donc quand Jean-Michel Aulas nous dit l'intensité du match supérieure au PSG, non mais franchement, de qui se moque-t-il? On s'est fait rouler dessus quand le PSG a bien voulu accélérer. Mais vous savez comment c'est, quand vous avez une équipe en face que vous sentez incapable de vous mettre en danger, vous baissez naturellement d'intensité, c'est dans l'ordre des choses. Et sur ces 3 tirs cadrés, on se rendra compte qu'ils sont tous en première mi-temps. En deuxième mi-temps, alors qu'on est mené, il faut revenir au score. On a seulement 4 tirs. 4 tirs au total, un seul cadré. 3 bloqués, ce n'est pas des arrêts, c'est bloqué par des défenseurs. Donc, il n'y a franchement pas de quoi s'enflammer. Malheureusement, quand je parle de déclassement, c'est ça, c'est qu'il y a des dirigeants, il y a un entraîneur, il y a des supporters qui finalement, après cette défaite, qui fait suite à 2 autres défaites, eh bien on dit oui mais bon, c'est pas grave, on est en progrès, finalement c'est pas si catastrophique que ça. Et je pense qu'il y a aussi, malheureusement, certains supporters qui voient les choses de cette façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas une vision globale du début de saison, mais on réagit simplement sur le dernier événement. Et ce dernier vrai événement, quoi qu'on en dise, c'est quand même une défaite. Alors nous avons également la stat des XG que moi j'aime beaucoup, mais voyez, qui nous met donc à moins d'un but dans le match, qui met le PSG à 1,09, ce qui à mon avis est une statistique, on va dire discutable. J'ai vu sur d'autres sites des statistiques quand même beaucoup plus en faveur du PSG. Bon, ne nous battons pas sur le sujet, de toute façon ce qui compte c'est la réalité du terrain et le score final de 1-0. Alors si on regarde un petit peu les notes, Anthony Lopez 9, c'est vrai qu'il fait des arrêts absolument incroyables, vraiment on retrouve là sur ce match-là en tout cas un très grand Anthony Lopez qui n'a pas forcément été le cas depuis le tout début de saison où je ne l'ai pas trouvé très très bon évidemment lors du premier match, expulsion face à Ajaccio. Tagliafico, ce 6 me paraît très excessif. Moi je l'ai trouvé assez moyen. Alors il y a toujours la grinta, mais bon, offensivement totalement inutile. Alors après, jouer avec Karl Toko Ekambi dans son aile, c'est quand même pas facile. Mais voilà, 6 pour Tagliafico, ça me paraît excessif. Je trouve à l'inverse que Lukeba a été bien meilleur. Et en plus, il fait un sauvetage sur sa ligne. C'est pour ça que le 1,09 du PSG me paraît étrange, parce qu'il y a le sauvetage de Lukeba. Il y a les 2 arrêts énormes de Lopez sur le coup franc de Messi et un tir de Neymar, plus le but évidemment. Donc voilà, ce 1,09 m'interpelle un petit peu. Thiago Mendes 8. Alors effectivement, beaucoup ont pointé du doigt la qualité de la prestation de Thiago Mendes, qui avait quand même pas n'importe qui en face de lui, Kylian Mbappé, et qui c'est vrai a souvent pris le dessus sur Mbappé.
Mais en fait, Thiago Mendes, ce qui lui est reproché, et d'ailleurs moi c'est pas spécialement à lui que je le reproche, c'est à Peter Bosz qui le met en défense centrale, c'est un problème de taille. Or, les attaquants du PSG sont des nains. Messi est un nain, Mbappé je crois que c'est 1,78 et Neymar ça doit être 1,75-1,76. Donc évidemment, Thiago Mendes au sol à la limite, c'est pas le pire. Et il a été formé comme milieu défensif, donc c'est pas illogique qu'il puisse s'interposer face à Mbappé. Non, le problème c'est dans le jeu aérien, et je pense que le jeu aérien c'est quand même un des défauts du PSG, et à mon avis un défaut qui va leur porter préjudice dans les compétitions européennes. Malo Gusto 5, ouais alors là, bon, effectivement, il s'est interposé aussi à quelques reprises, mais par contre je n'ai pas du tout aimé son apport offensif, ses centres n'étaient pas bons du tout. Alors qu'on a Moussa Dembélé en pointe avec Lacazette, des centres souvent à ras de terre et évidemment interceptés par des jambes parisiennes ou pas assez haut. Bref, on n'a pas du tout su profiter du jeu de tête de Moussa Dembélé. Corentin Tolisso 4, bon là c'est un peu sévère, c'est peut-être aussi parce qu'il est sorti à la mi-temps, on ne sait pas trop pourquoi. Apparemment c'est plus de la précaution qu'une grave blessure, bon on en saura sans doute plus dans les jours à venir. Il est l'auteur effectivement de la plus belle action de l'OL avec une tête de Lacazette malheureusement à côté du but. Maxence Cacré 4, alors là pour le coup je trouve que c'est généreux parce que vraiment il a été pour moi calamiteux. Toujours plutôt correct dans la récupération, mais alors l'utilisation du ballon c'est absolument catastrophique. Comme je le dis toujours, rendez-vous compte qu'avec le transfert de Paqueta, on se retrouve à remplacer Paqueta par Cacré. Ça n'est pas possible. Et je ne comprends pas que Peter Bosz ne comprenne pas cela. D'autant que Johan Le Penant qui est rentré a été très très bon. Très très bon. Donc si on veut mettre Tolisso, il faut mettre Le Penant avec lui et Lacazette pour revenir quand l'équipe adverse est fatiguée, parce que Le Penant, lui, ne ménage pas ses efforts. C'est vraiment une recrue formidable pour l'Olympique Lyonnais. TT 3, bah oui, TT, il s'est totalement troué sur ce match et c'est bien dommage. Il n'a absolument rien réussi de positif, donc ce 3 même paraît généreux. Malheureusement, son pendant à gauche, Karl Toko Ekambi, a fait un match totalement neutre, souvent ralentissant le jeu, ne réussissant aucune de ses tentatives de dribble, et surtout extrêmement personnel, ne permettant jamais à Tagliafico de dédoubler. Et puis, il a servi personne. Enfin, bref, il fait un match vraiment pourri. Lacazette, hyper volontaire. Vraiment, il n'y a rien à dire. 6. Alors, c'est vrai qu'il ne mérite pas plus parce qu'il a manqué d'efficacité. Mais alors, comme toujours, dans le sacrifice, le nombre de fois où on l'a vu revenir aider, on aurait dit Paqueta. Bref, Lacazette, vraiment très très bien. Son rôle de capitaine pleinement assumé. Alors Moussa Dembélé, évidemment, 4, il n'a pas été dangereux, mais je dirais que ce n'est pas de sa faute. Les centres étaient tellement pourris de la part de Gusto et inexistants de la part de Tagliafico, Karl Toko Ekambi et Tété n'ayant absolument rien provoqué, Cacré absolument incapable de trouver qui que ce soit dans la surface adverse. Forcément Moussa, c'est quelqu'un qui effectivement ne peut que bénéficier du travail des autres, et le travail des autres, il a été dégueulasse. Donc lui, forcément, il fait un mauvais match. Et un deuxième aspect, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais le repointer une nouvelle fois, c'est cette absence de relation et de relation technique entre Lacazette et Dembélé, c'est de la faute de Peter Bosz. C'est la première fois que les deux joueurs sont alignés ensemble sur un match complet. Rappelez-vous qu'en prolongation, vous aviez Lacazette dans une équipe, Moussa Dembélé dans une autre, donc ils n'ont jamais joué ensemble. Et là, on se trouve à la mi-septembre, et donc bientôt début octobre, avec deux joueurs qui, techniquement, ne se connaissent pas. C'est quand même un truc de dingue, et ça, c'est du 100%, 200%, 300% Peter Bosz. De toute façon, dans la défaite d'hier soir, il y a beaucoup de choix qui sont du 100% Peter Bosz. Alors il se trouve que Thiago Mendes fait un bon match, mais Cacré, c'est un choix de Peter Bosz. Toko Ekambi, c'est un choix de Peter Bosz. Donc je suis désolé. Là encore, alors il prend 5 en note, je suis désolé, il ne mérite pas 5. Il mérite beaucoup moins que ça.
Donc là, à nouveau, évidemment, je suis obligé de pointer les limites de Peter Bosz, et ces limites encore marquées par des changements hyper tardifs. Non mais rendez-vous compte que Cherki, alors c'est vrai que Cherki fait pas une bonne entrée, je vais pas dire le contraire, mais malgré tout, vous le rentrez à la 75e minute alors que vous êtes mené 1-0, que vous perdiez 1-0 ou 2-0, mais quelle différence! Alors qu'avec Cherki, vous donnez la possibilité peut-être d'aller chercher le match nul. Il fait rentrer Jeffrey Nadalid, qui est mauvais comme tout, qui n'a plus rien dans les jambes, alors que vous avez Romain Fèvre. Là aussi, ça n'a absolument aucun sens. Et il fait rentrer Barcola à la 87e minute. Qu'est-ce que vous voulez que Barcola, à la 87e minute, vous apporte dans un match comme celui-ci, alors que Carl Toko Ekambi était très mauvais depuis des minutes et des minutes, enfin même depuis la première minute. Donc là aussi, Peter Bosz, nul dans les changements. Nul dans les changements. Donc, évidemment, il va rester en place parce qu'on va nous dire l'équipe progresse. Non mais quelle blague. On va pas le juger sur le match du PSG, non, mais peut-être sur 3 défaites consécutives. Alors, est-ce qu'il survivrait à une contre-performance contre Lens? Alors, qu'est-ce qu'une contre-performance contre Lens? C'est une défaite. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je trouve ça idiot d'ailleurs d'attendre de connaître le match de Lens, parce que si on se fait torcher à Lens, vous le virez après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un entraîneur qui n'aura pas la main sur la préparation physique puisque vous serez après la trêve internationale, et le recrutement, n'en parlons pas. C'est d'ailleurs un des aspects, confier une partie du recrutement à Peter Bosz qui vous met un Thiago Mendes en défense centrale, et donc par conséquent on ne recrute pas de défenseur central, ça aussi c'est une grosse erreur de la part du club. Une grosse erreur parmi tant d'autres. Alors du coup, mon petit Bozoton, donc qui je le rappelle n'est pas Bozo le clown, même si ça y ressemble de plus en plus, ni le boson de Higgs, et bien voilà, 6e après 8 journées, vous le voyez sur le graphique, il n'est pas difficile à lire, la chute se poursuit. Et si on regarde le classement, eh bien on va voir que la chute peut encore se poursuivre, puisque désormais nous n'avons qu'un point d'avance sur Rennes, nous sommes à égalité de points avec Lille, Monaco qui est pourtant nul à chier parce que leur victoire 3-0 elle est due essentiellement à l'expulsion d'un joueur de Reims, parce que dans le jeu Monaco ça a été très très mauvais. Donc on est derrière cette équipe-là. Rennes et même Montpellier vient nous talonner à un point. Et évidemment, bon, on n'est pas inquiet par 3 et Clermont, mais vous voyez quand même que dans ce noyau d'équipes, eh ben, une défaite à Lens nous mettrait déjà en très 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 grande difficulté. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.